Accueillir au nom du PMI. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est un travail de toute une équipe. Donc, je vais parler au nom de cette équipe, l'équipe du PMI, mais aussi l'équipe de GEM, qui a permis cet événement possible. Nos sponsors également, qui ont participé. Donc voilà, aujourd'hui, on est très heureux tous de vous accueillir. Et on va tâcher de mettre en application nos 3 valeurs au PMI, qui sont le professionnalisme, la bienveillance et l'ouverture. Donc voilà, cet après-midi sera placé sous ce signe du professionnalisme, de la bienveillance et de l'ouverture. D'où ce thème, intelligence artificielle et neurosciences, qui peut sembler un peu éloigné du mode projet, mais on va voir qu'on va savoir faire des parallèles ensemble. Juste une toute petite pub pour une des initiatives qu'on mène au PMI qui s'appelle le Pro Bono. Si vous êtes intéressé pour contribuer, résoudre un enjeu de société finalement, et participer à des associations, le PMI organise du mécénat de compétences pour des profils comme vous qui savez mener des projets dans des environnements industriels. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour participer à cette initiative et aider des associations comme les Restos du Cœur, Handicap International à mener des projets, parce qu'ils ont des vrais projets à mener et ils recherchent des compétences comme les vôtres. Donc, EcoPMI, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y a un site internet même, donc ecopmi.org, un contact. Donc là encore, n'hésitez pas à prendre une petite photo si ça vous intéresse. Et donc Grégory Dahan, qui s'occupe du projet au PMI, sera présent sur un petit stand au moment du cocktail, pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin. Voilà. Avant de laisser la parole à Suliane, qui s'occupe du pôle Grenoble et qui va vous présenter nos événements très rapidement, je voulais juste faire un dernier remerciement à l'école, à Grenoble École de Management, qui nous accueille aujourd'hui, qui a mis à notre disposition des moyens, un réseau. Il y a de nombreux professeurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci à l'école qui a permis à cet événement de se réaliser. Et puis là encore, si ça vous intéresse, l'école est tout à fait ouverte sur le monde de l'entreprise, à travers des formations, exec, bien sûr, mais aussi des opportunités de recrutement. Si vous recherchez des jeunes, il y a plein d'événements qui sont organisés pour détecter des talents que vous pourriez vouloir embaucher demain. Et puis, n'hésitez pas à venir participer à nos jurys de recrutement de futurs élèves de première année. Voilà, là encore, à partir de fin mai jusqu'à mi-juillet, on accueille des professionnels qui vont participer au jury de recrutement de nos étudiants. Voilà, encore merci. Je passe la parole à Suliane pour vous présenter rapidement le programme sur Grenoble des mois à venir. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue au Forum 2018. À Grenoble, au pôle Grenoble, nous sommes une équipe de 8 bénévoles. Et donc je vous ai préparé une petite vidéo pour vous parler de notre programme sur avril et mai. Programme avec des conférences, des webinars, des cercles de discussion et du networking ou réseautage.
Merci à vous. Nous avons un stand PMI au rez-de-chaussée. Donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Et nous organisons un jeu avec un tirage au sort qui aura lieu ce soir au cocktail. Bon forum. Donc je vais passer la parole à Cyril Kouf qui va nous parler donc des neurosciences et qui est docteur en neuropsychologie. T'inquiète pas, je ferai la présentation. Ok, bonjour à tous. Je vais essayer de tester les deux micros. Est-ce qu'on m'entend bien ici comme ça aussi, ou qu'est-ce qu'on préfère? Plutôt comme ça? Ok. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, pour échanger à propos du management de projet, des neurosciences, puisque c'est un petit peu mon dada, donc je vous explique mon parcours. Je suis docteur en psychologie cognitive appliquée. J'essaie d'introduire finalement toutes les connaissances qu'on a de fonctionnement du cerveau dans l'entreprise pour essayer justement d'améliorer des notions de performance, des notions de qualité de vie au travail. Je rebondis sur ce que j'ai entendu juste avant. Effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les neurosciences et le management de projet et finalement le travail de façon globale. J'ai la chance également d'être animateur d'une chaire ici, une chaire de recherche qui s'appelle les talents de la transformation digitale. Je vais vous la présenter maintenant que vous avez un petit peu d'attention. Je ne sais pas si ce sera encore la même chose dans une heure. Donc, je profite de votre concentration maintenant. Donc, une chaire, tout le monde n'est pas habitué à cette terminologie. En fait, c'est à l'intérieur de GEM. Il y a des initiatives de recherche qu'on appelle des chaires. Et c'est-à-dire que c'est un écosystème, des entreprises qui ont envie de développer avec nous, finalement, un certain nombre de problématiques, d'axes de réflexion. Nous, on a les expertises et les entreprises ont la volonté, finalement, de faire avancer ces sujets de société. Et c'est exactement le cas qui concerne la transformation digitale. On fait le constat que se passe beaucoup de choses du point de vue de la révolution numérique. Notamment toutes les mutations en lien avec les flux de communication qui sont constants, qui sont permanents et qui, vous le savez très bien finalement, au niveau de la gestion de vos mails et des flux d'informations qui vous arrivent au quotidien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les entreprises. Tout ce qui est le traitement d'informations qui devient beaucoup plus important, aussi bien la part aux êtres humains et la part aux intelligences artificielles, on va en parler tout à l'heure, et les modes d'organisation des entreprises qui se trouvent chamboulés. Donc cette poussée du numérique dans tous les aspects de nos vies bouleverse nos modes de pensée, que ce soit d'ailleurs dans la vie privée ou professionnelle, et nos modes de communication de façon massive. Et donc pour accompagner finalement les entreprises dans ce moment de transformation numérique, cette chaire est présente et les organisations doivent essayer de repérer les talents, on en a parlé justement, et de s'adapter au nouveau paradigme. Alors assez rapidement, donc on a déjà deux axes de recherche sur lesquels on investit du temps. On a des professeurs ici à GEM qui sont investis de ces missions. Premièrement, la sursollicitation digitale, donc quels sont les effets du fait d'avoir des nouveaux outils numériques qui vont bombarder les gens d'informations et des gens qui n'ont pas finalement de connaissances très pointues sur le fonctionnement du cerveau notamment. Quel effet de ces nouveaux outils sur la performance individuelle, la performance collective, le bien-être au travail. Et un deuxième axe de recherche, donc en lien plutôt avec le Digital Workplace, donc comment finalement, de quelle façon, avec quelles pratiques personnelles on peut contribuer à améliorer l'efficacité professionnelle. Un petit mot sur nos sponsors, donc des entreprises qui s'investissent avec nous tous les jours, d'abord via du mécénat et ensuite simplement par l'ouverture au réseau, la réflexion sur ces axes thématiques, donc Tessie, Orange Consulting, Energis et Socomec. Assez rapidement, donc ce sera la dernière diapo sur la chaire et on pourra commencer. Donc, on mène différents travaux et donc on produit des choses et c'est à destination finalement du grand public. Donc, on a produit assez récemment un guide sur la sursollicitation numérique qui va contenir tout un tas de bonnes pratiques à télécharger gratuitement directement sur le site de la chaire que vous trouvez en bas. Donc plusieurs auteurs se sont investis justement de ces questions. On a également des événements récurrents, donc les Meet the Experts, c'est-à-dire des réunions dans lesquelles les experts de la chaire et de GEM accueillent finalement le grand public assez régulièrement pour échanger sur les questions et présenter notamment les résultats de nos travaux. Et le GEM Digital Day, donc une fois par an, qui est déjà passé cette année avec un axe thématique choisi cette année qui était le Figital. Et également, donc, en termes d'impact, nos travaux sont souvent cités dans la presse, puisqu'on fait des communications.
presse. Et récemment, donc, on a eu la chance finalement de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait, à la fois sur BFM Business, Le Parisien Éco, Slate, LCI, etc., etc. Alors, aujourd'hui, j'ai une dernière précaution. Donc, on va parler de neurosciences, on va parler de management de projet. Moi, je suis très heureux de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, on va surtout évoquer la terminologie en lien avec les sciences cognitives. Donc, les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines dans lesquelles vous retrouvez les neurosciences, vous retrouvez les statistiques, vous retrouvez la psychologie cognitive, etc. Et cet ensemble, ce regroupement de disciplines essaye de comprendre finalement notre mode de fonctionnement, nos modes de fonctionnement intellectuels, comment est-ce qu'on génère nos comportements au travers de tout un tas de disciplines. J'en ai mis quelques-unes, donc ça doit être des mots qui réveillent quelque chose chez vous en théorie, donc l'attention, la mémoire, les émotions, les fonctions exécutives, c'est-à-dire en gros ce qu'on dit les capacités intellectuelles ou les fonctions supérieures, hein, très, très humblement, autrement dit la planification, la capacité à inhiber des informations, à prendre du recul. Donc les grandes fonctions cognitives qui peuvent être liées finalement à des problématiques d'entreprise. On dit aussi que le cerveau est un élément plastique. Vous avez dû l'entendre un certain nombre de fois, c'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure de sa vie, qu'on évolue, qu'on fait évoluer notre représentation du monde. Et ça a notamment un intérêt au travail via le recrutement et via la formation. Alors juste une précaution d'usage. Ça, c'est quelque chose que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Donc les neurosciences, c'est un corpus de connaissances qui est vivant, qui évolue au quotidien, au jour le jour, parce que les outils, la technique, finalement, évoluent en neurosciences. Simplement, on est encore limité dans ce qu'on est capable d'étudier grâce à un électroencéphalogramme ou grâce à un IRM fonctionnel. Pourquoi ? Parce que l'outil lui-même a des limites. Autrement dit, il y a un certain nombre de situations qu'on peut approcher qui vont concerner des domaines très très ciblés, de l'attention, de la mémoire, etc. En ce qui concerne par contre des situations de travail, est-ce que je peux mettre un manager dans un IRM et lui demander justement de mener un entretien annuel d'évaluation et de voir quelles aires de son cerveau vont s'allumer, etc. C'est pas une chose pour l'instant qu'on peut faire. Autrement dit, il faut être très critique et très vigilant sur les connaissances qu'on peut avoir et qui ont la marque neurosciences, parce que ces outils, encore aujourd'hui, sont très très limités. Mais on peut faire quand même des choses et on va rentrer dans le sujet. Donc commençons. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet. Alors un projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une démonstration en fait. C'est une démonstration en escalier que je vais essayer d'avoir avec vous en 1 heure. Donc un projet, c'est une entreprise temporaire décidée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat qui est unique. Donc un processus de changement. Donc le projet consiste notamment à découper quelque chose de très complexe en petites tâches, en subdiviser et d'essayer de les agencer, d'agencer les ressources, d'agencer les ressources humaines, les ressources financières et les compétences. Donc un projet va combiner 5 aspects. Des aspects fonctionnels, comment est-ce que je réponds à un besoin, je vais aller chercher la voix du client et je vais essayer de comprendre un petit peu ses desiderata, les techniques finalement, le respect des spécifications, des contraintes de mise en œuvre, organisationnel, donc très très important, respect d'un mode de fonctionnement d'entreprise. Un projet, ça s'imbrique dans une entreprise qui a elle-même un mode de fonctionnement particulier, des délais et des coûts. Et un projet va commencer toujours par 2 actions. La première va être une action de définition du chemin pour aller de l'idée vers la réalisation. Dépendamment ensuite de la méthode qu'on applique, ce sera quelque chose de traditionnel, d'itératif, d'agile, etc. Et l'action de mise en œuvre pour réaliser cette idée. Ce qu'on présente généralement, l'approche classique du projet, c'est quelque chose qui est très outillé, quelque chose qui est excessivement étudié, donc en lien avec ces 3 catégories d'objectifs, la qualité, le coût et les délais. Donc les chefs de projet aujourd'hui et tous ceux qui sont impliqués dans la phase de projet sont très au fait finalement du mode de fonctionnement de l'approche classique en lien avec le fait de transformer les idées en objectifs et de comprendre ce qu'on veut faire en termes de qualité, en combien de temps est-ce qu'on veut le produire, et finalement avec quel budget, avec quelles ressources, que ce soit des ressources financières ou humaines. Une fois qu'on a défini tous ces moyens nécessaires, humains et matériels, on va pouvoir prévoir l'organisation et enfin
commencer la gestion de projet. Des exemples de projets, il y en a des tonnes, que ce soit même l'organisation aujourd'hui d'une action avec PMI, que ce soit le fait de développer des nouveaux produits, des nouveaux services, le changement de modèle d'organisation, l'organisation de conférences, conception d'un nouveau moyen de transport, etc. etc. Et aujourd'hui, les entreprises fonctionnent énormément en mode projet. Et d'ailleurs, très très souvent, on est multi-projet, on n'est pas associé à un seul projet dans une entreprise. Les concepts clés de la gestion de projet, donc, c'est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement, progressivement une réalité à venir. Il y a deux axes importants. Il y en a un des deux qui nous concerne au premier chef aujourd'hui en lien avec les neurosciences. Le premier axe, donc, c'est l'axe humain, avec la coordination, l'animation, la communication, et donc tous les facteurs humains finalement qui vont être importants et qui vont impacter finalement le déroulé et le bon déroulement d'un projet, et tous les axes qui sont plutôt techniques, en lien avec la supervision, les cycles de vie du projet, la gestion des risques, des coûts et des délais. Et on a énormément d'outils, si vous voulez, dans ce qui concerne les actes techniques, enfin l'axe technique, et on est beaucoup moins outillé pour ce qui concerne l'axe humain. Et c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Donc le groupe, le chef de projet, finalement, on lui confie la tâche de réaliser, au moyen d'un certain nombre de spécialistes, de réaliser le projet selon la méthodologie qui a été choisie, en rapport avec le client et en rapport aussi avec les autres groupes, le mandant et la direction de projet. Et donc, si je reste dans cette approche classique, aujourd'hui, qu'est-ce qui est enseigné? Comment est-ce qu'on dit à un chef de projet quels outils on lui donne entre les mains pour qu'il puisse avancer? Premièrement, il doit piloter le projet du début jusqu'à la fin de son terme, en surveillant continuellement l'avancement et les changements d'objectifs. Il doit intégrer toutes les actions à exécuter dans la prévision, développer la planification du projet, coordonner les processus de gestion. On en a parlé un petit peu avant, du trièdre avec les coûts, qualité et délai. Et également participer aux actions de décision stratégiques, risques, ressources humaines, etc. etc. Autrement dit, ça c'est ce qu'on apprend en chef de projet aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez garantir le fait qu'un projet puisse arriver à son terme, puisse correspondre en termes de qualité à ce qui avait été prévu dès le départ, sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. Cette approche classique, à mon sens, est insuffisante et il faudrait rajouter, notamment grâce à nos connaissances du mode de fonctionnement du cerveau, un certain nombre d'éléments. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, on sait finalement que les projets en tout cas en entreprise, peuvent rencontrer des situations d'échec. On a pas mal de données là-dessus, justement, quelques chiffres pour vous éclairer, mais je pense que ça représente probablement une réalité sur laquelle vous avez déjà des éléments de vie, des éléments objectifs. Donc 30% des projets n'aboutissent pas. Alors qu'on avait tout essayé de suivre, hein, la qualité, les délais, les coûts, l'investissement des ressources, etc. 30% des projets qui n'aboutissent pas, selon cette étude. Alors 30% des projets maintenant, parmi ceux qui aboutissent et qui vont jusqu'au bout, dépassent les délais. Donc on n'arrive pas à respecter cette première partie. 50% dépassent le budget initial, donc un problème de réflexion finalement par rapport à la notion des ressources. Et 12% des projets qui réussissent, dans les délais cette fois-ci, avec le budget prévu, mais qui ne vont couvrir que 42% des fonctionnalités initialement prévues. Donc cette fois-ci, c'est la qualité qui va être impactée. Autrement dit, il y a énormément de choses à faire sur la gestion de projet. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'un projet peut ne pas aboutir ou peut dépasser en termes de délai, en termes de budget ou diminuer en termes de qualité. Mais il y a quand même des raisons qui ont été ciblées, qui ont été précisées, les causes les plus fréquentes d'échec du projet. Voir si ça correspond un petit peu à votre avis pour le coup, mais la cause la plus fréquente répertoriée par cette étude, c'est premièrement la résistance au changement. Résistance au changement, c'est simplement que l'équipe, que ce soit l'équipe projet, que ce soit les équipes qui sont associées à ça, n'adhéraient pas à toute ou à une partie du projet. Ensuite, un engagement de la direction insuffisant. Donc effectivement, si la direction n'est pas engagée, on a moins de ressources, on a moins de temps. Et stratégiquement, on peut assez facilement déborder et ne plus être dans le cœur de ce que la direction a envie de faire.
65% des objectifs sont non réalistes. Donc dès le départ, on avait mal positionné les réflexions sur notamment la qualité à atteindre. 54%, donc faiblesse de la conduite du projet. Donc là, on est en plein dans le cœur. C'est le chef de projet, finalement, qui n'a pas réussi à faire démarrer, à faire décoller, à investir, à faire suivre les gens et toutes les parties prenantes en lien avec le projet. 46%, donc changement, les raisons du changement n'ont pas été convaincantes. Donc encore une fois, c'est une question d'emmener et d'embarquer les gens. 44%, donc des compétences de l'équipe projet qui étaient jugées insuffisantes. Et enfin, 44%, donc tout ça n'est pas cumulatif puisque un seul échec peut être expliqué par un certain nombre de raisons, mais 44% du périmètre du projet avait été mal défini à la base. Autrement dit, on en arrive à l'idée principale de mon raisonnement, c'est que le management de projet, et on l'a vu de par un certain nombre de causes d'échecs, le management de projet est au cœur de la gestion de projet et il faut replacer l'humain, bien sûr, comme facteur de réussite, puisque ce sont bien des hommes et des femmes qui décident de la portée de l'enveloppe budgétaire, qui le réalisent, ou encore qui utiliseront au final le système qu'on essaye de générer par le projet. Donc toutes les décisions vont être prises par des humains. Le manager lui-même a besoin de comprendre son équipe. Les dangers principaux du management de projet, les voici. Donc en premier, puisque je vous l'ai dit, hein, et vous le vivez, j'imagine, au quotidien, un projet, enfin, l'équipe projet n'est pas à 100% uniquement que dessus, sauf dans certains cas de figure extrêmement rares. Mais les personnes intégrées à une équipe de projet peuvent très facilement perdre l'objectif global ou l'objectif tout court du projet. Le manager peut également mal estimer les charges qui sont en lien, les charges de travail en lien avec le projet. Ne pas avoir suffisamment de ressources et ne pas affecter suffisamment de ressources dans les différentes tâches en lien avec le projet. Un suivi trop irrégulier. Un contexte humain conflictuel, on va en parler ça, la gestion du conflit. Le fait de comprendre les émotions des autres, le fait d'intégrer et d'avoir une stratégie particulière en lien avec la gestion d'un conflit, d'un stress apparent, le fait de collecter ces informations-là vont être des éléments qui seront excessivement importants pour le management de projet, d'ailleurs pour d'autres cas de figure qui concernent l'entreprise. Une gestion insuffisante des modifications en cours de projet, puisque le planning et le plan peuvent changer, et donc il faut bien communiquer avec les autres, il faut bien mettre à jour ces cartes, et il faut bien s'assurer que tout le monde a bien les modifications en tête. Une indisponibilité des acteurs, encore une fois, puisque le projet, très souvent, ça va être non seulement, les acteurs de l'équipe projet vont être multi-projets, donc qui ne seront pas souvent et toujours disponibles ou investis au moment où vous allez les appeler. Une absence de motivation, ça je pense que vous l'avez déjà tous vu et tous constaté, peut-être même chez vous, qui peut entraîner une adhésion timide et un rendement faible par rapport à certains projets. Une absence de suivi des personnes sollicitées. Et enfin, donc, des aléas divers qui peuvent éloigner les intéressés de la tâche. Autrement dit, le rôle du manager du chef de projet, le rôle du manager dans ce contexte-là, c'est effectivement non seulement de mener, de comprendre finalement les signaux qui vont émaner de son équipe et de les intégrer et de savoir restimuler quand il n'y a pas de motivation. C'est de savoir calmer les conflits avant qu'ils apparaissent ou pendant qu'ils apparaissent. C'est de finalement collecter les informations provenant de l'équipe et pas d'être complètement descendant dans son rapport, notamment en utilisant des outils, en utilisant des indicateurs de performance et en perdant finalement la vue de ce qui est en train de devenir l'équipe projet. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'au moment du lancement d'un projet, pour tous les gens qui rentrent dans l'équipe, finalement, il y a toujours une sorte de résistance au changement qui apparaît parmi les parties prenantes, notamment, puisqu'un projet, notamment un projet de transformation à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, va rencontrer un certain nombre de résistances
qui sont naturelles. Il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est-à-dire qu'en majorité du temps, on reste peut-être un peu trop sur nos acquis et sur notre zone de confort. Et parmi les parties prenantes, donc l'enthousiasme est rarement partagé depuis le début et on se rend compte qu'on tombe sur un ratio assez fréquent de 10% de gens qui sont proactifs dans l'équipe projet, qui vont rentrer dedans et qu'on pourrait perdre d'ailleurs si le projet lui-même n'avance pas. 80% plutôt passifs et 10% d'opposants. Donc il faut réellement une sorte d'expertise et c'est bien ça qu'on va rechercher chez les chefs de projet finalement. Le management de projet, c'est ça. C'est au-delà de tous les indicateurs de performance qu'on peut capter, au-delà de tous les outils qui vont essayer d'aiguiller finalement votre méthode d'organisation de l'équipe projet, c'est surtout votre facilité, votre capacité à comprendre les indices en provenance des membres de l'équipe et à agir avec. Et c'est en ce sens justement qu'aujourd'hui, pour moi, un chef de projet, c'est avant tout un manager d'une opération qui soit temporaire. Et un manager, ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, un bon manager. C'est quelqu'un qui a dans sa boîte à outils un certain nombre d'éléments qui, pour moi, alors sont résumés sous cette forme un peu mélangée, mais donc organisé, négociateur, fédérateur, communicant, dans les informations, humble, curieux, responsable, collaboratif, etc., etc. Donc tous ces aspects finalement sont à développer quand on est en train de parler de management de projet ou management au sens brut du terme. Et pour moi la première, je vais reprendre une des cases et je vais faire un petit focus dessus justement, donc la question du leadership. La question du leadership aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement crucial dans le développement du management, puisque en gros, il y a le manager qui est un chef et qui est dépositaire de l'autorité institutionnelle, de pouvoir donner des ordres et de pouvoir demander, commander. Et il y a le leadership, qui est une autre dimension, qui est excessivement différente de la première et qui, à mon sens, est beaucoup plus pertinente dans le contexte de management de projet, puisque bien souvent, on n'est pas chef hiérarchique directement, sauf si c'est une équipe projet qui est dédiée. Et donc, il faut savoir emmener des gens qui ne sont pas vos collaborateurs et qui ne sont pas vos N-1. Comment on fait? Comment est-ce qu'on leur donne finalement des éléments et des pistes pour avoir envie de vous suivre? Donc, première chose, le leadership. Donc, le rôle de chef de projet qui se transforme aujourd'hui, qui prend cette nouvelle dimension. Donc il y a la dimension du suivi en utilisant des outils, des indicateurs de performance et il y a une dimension aussi humaine finalement dans la gestion de l'équipe projet. Donc le chef de projet aujourd'hui devient un manager, un leader, un pilote et qui orchestre l'efficacité globale du groupe. Et je vous parlais tout à l'heure de neurosciences et d'études qui existaient. On a quelques-unes des études en neurosciences qui se sont penchées sur le phénomène du leadership. En fait, on se rend compte, si je fais un électroencéphalogramme, que je mesure l'activité électrique de votre cerveau, que la présence d'un leader dans une pièce, si vous êtes 10 personnes, vous avez une personne que vous avez caractérisée comme étant leader, finalement, rien que le fait que cette personne soit dans la pièce, et encore plus quand la personne prend la parole, ça va générer chez vous une activation, une augmentation de votre niveau de vigilance, une envie finalement d'investir vos ressources attentionnelles et va vous rendre beaucoup plus disposé à avancer. Comparativement à un non-leader, c'est ce qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un que vous n'estimez pas comme étant leader parle à côté de vous dans une réunion où vous n'êtes pas spécialement intéressé, ça ne va pas du tout activer votre cerveau, ça ne va pas du tout augmenter votre niveau de vigilance, contrairement à un leader. Donc on a déjà ces premiers éléments, ces prémices. En fait, il y a une réelle action de la présence de ces personnes. Maintenant, il y a beaucoup de questions, donc c'est encore un objet de recherche et un sujet de recherche brûlant. Comment est-ce qu'on devient un leader? Quels sont les facteurs, finalement, qu'on pourrait essayer de transmettre, qu'on pourrait essayer de développer? Et qu'est-ce qui représente, finalement, un leader? Donc beaucoup de théories. Le leadership, en tout cas, représente le pouvoir d'influencer le comportement et les activités des gens dans le sens d'une atteinte volontaire d'objectifs communs. Donc ce n'est pas coercitif. Un leader, c'est quelqu'un qui va se faire suivre, qui va inspirer, qui va donner du sens et transmettre du sens. Et donc dans le contexte du travail, c'est clairement ça qu'on vise, notamment dans le contexte du management de projet. Et c'est également du coup l'aptitude
à faire travailler les gens sans que ça devienne ou sans que ce soit une corvée. C'est donc une plus-value dans la gestion de projet quand on a des ressources limitées et notamment au niveau temporel pour suivre les questions des délais. Donc c'est qu'une question d'influence, ce n'est pas une question d'autorité. Alors il y a beaucoup de théories, beaucoup de modèles qui se posent la question, est-ce que être leader c'est quelque chose d'inné ? Est-ce qu'on peut devenir leader? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre? Est-ce que c'est lié à la situation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est mixte entre les deux? C'est j'ai un set de base et les situations me font déclencher, chez moi en tout cas, un leadership particulier dans une situation. Tout reste en suspens, néanmoins on retrouve quand même quelques traits dans ces différentes approches qui sont toujours associées au leader. Le premier, c'est le désir d'assumer des responsabilités. Ce n'est pas donné à tout le monde, finalement, de vouloir devenir et d'assumer des responsabilités. Donc si, par exemple, un chef de projet, c'est quelqu'un qui a été désigné d'office parce qu'il a été estimé qu'il avait les compétences techniques suffisantes pour encadrer, parce qu'il avait la connaissance, vous risquez, en tout cas, vous vous mettez à risque d'avoir un chef de projet qui n'avait pas spécialement dans son kit de base, on va dire, le désir d'assumer de telles responsabilités. Deuxième élément important, l'initiative. Donc en fait, on repère, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à facilement repérer les leaders, c'est ceux qui ont envie de faire bouger les choses. C'est ceux qui, dans un contexte d'organisation, finalement, vont réussir à pousser les murs, à proposer, à innover et à ne pas rester finalement dans leur précaré. La confiance en soi, donc ça c'est un élément bien sûr qui est moteur, notamment quand il s'agit de parler aux autres, de proposer notre idée, d'essayer d'embarquer les gens, il faut minimum avoir confiance dans ce qu'on est en train de développer. Alors la capacité de résister au stress, ça c'est quelque chose qui est construit pour le coup après la situation. C'est quelque chose qui à mon avis ne vient pas dans le kit de base, mais qui fait partie en tout cas, qui est associé au leader efficace au travail et notamment performant. On en reparlera après. La volonté de prendre des décisions et d'en accepter et d'en assumer les conséquences, donc qui revient finalement au premier point. La capacité à s'exprimer, puisque être leader, c'est surtout, enfin on n'est pas leader tout seul, on est leader parce que des gens nous suivent. Et si les gens nous suivent, c'est qu'on arrive à apporter, à concrétiser un propos et à le transmettre, que ce soit quelque chose de complexe ou pas d'ailleurs. Donc la capacité de s'exprimer en fait partie, et notamment celle ensuite d'établir des contacts. Donc voilà en fait les traits qu'on associe généralement au leader, et on retrouve dans les études, que ce soit en neurosciences ou dans d'autres approches, on va dire, on sait très bien que c'est ce qu'on va retrouver généralement, ce qui nous permet soit de les former, soit de les repérer pour ensuite les faire monter au sein de l'entreprise. Et si on essaie de faire une grosse différence, et moi j'appuie sur la différence entre un manager cette fois-ci et un leader, en ce sens que la plus-value, la valeur ajoutée d'un leader dans le contexte de management de projet est excessivement forte, puisque si on regarde la première ligne, par exemple, un manager, c'est quelqu'un qui va s'investir dans les activités quotidiennes, un bon manager d'ailleurs, soit dit en passant, dans les activités quotidiennes et maintenir et allouer les ressources nécessaires à la gestion de projet. Tandis qu'un leader, c'est quelqu'un qui va formuler des objectifs à long terme et qui va planifier les stratégies, communiquer notamment sur ces différents éléments. Donc la vision court-termiste, moyen-termiste et long-termiste est quelque chose de très pratique pour différencier les managers et les leaders. Le manager a des comportements de supervision, coordonne d'ailleurs pour maintenir les objectifs. Donc les comportements de supervision dépendent du style de management d'ailleurs, que ce soit plutôt autoritaire, que ce soit plutôt dans la confiance. Néanmoins, on reste dans la supervision des activités, tandis qu'un leader sera beaucoup moins dans la supervision, dans le contrôle, mais aura beaucoup plus de comportements en lien avec le changement de son équipe et l'accompagnement finalement et la création d'un réel réseau. Concernant les questions, donc un manager est plutôt sur le comment et le quand dans la réalisation finalement des objectifs, tandis que le leader sera plutôt sur le quoi, sur le pourquoi, sur la compréhension de la situation. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est porté sur l'innovation. Le manager
agit plutôt en fonction de la culture organisationnelle, c'est excessivement important. La culture d'entreprise, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais qui est on va dire un des facteurs explicatifs les plus forts dans la décision de suivre et de mettre en place telle ou telle gestion de projet. Tandis que le leader, finalement, va transmettre une vision, un sens, qui peut d'ailleurs parfois être à contre-courant de la culture d'entreprise. Le manager donc, sollicite les comportements par des récompenses, par des punitions, par de l'autorité formelle. On en parlait avant de l'autorité, tandis que pour le leader, on est plutôt sur un changement de valeur, d'attitude, de comportement qui vont être induits chez les membres de l'équipe projet. Et enfin, donc, le manager va plutôt utiliser donc, une stratégie de contrôle, de suivi, tandis que le leader va plutôt utiliser des stratégies en lien avec l'empowerment, donc le fait de faire devenir autonomes les membres de l'équipe pour qu'ils internalisent finalement la vision et qu'ils puissent fonctionner en autonomie sans le leader. Une dernière différence, on a retrouvé d'ailleurs dans des études en lien avec la psychologie sociale, qu'on peut rapprocher des sciences cognitives sans problème, une différence entre manager et entre leader en termes d'attribution causale. On se rend compte que lors d'un échec, quand quelque chose se passe mal dans un projet, finalement, il faut regarder la réaction du chef de projet. Ça va vous donner des éléments d'indication quand même sur le rôle en tout cas qu'il se donne et la façon dont il agit avec son équipe. Dès lors qu'il y aura des difficultés en tout cas, ou un échec, un manager aura plutôt tendance à reporter ou attribuer la cause sur soit quelque chose d'interne à l'équipe, donc un manque de performance, de compétences, un manque d'intérêt de la part des collaborateurs, ou quelque chose d'externe, lien avec un manque d'informations, de ressources, de formation, etc. Tandis qu'un leader aura plutôt la réaction de déterminer la cause de ce faible niveau de performance et d'essayer de trouver une solution et d'aller à demain. Donc une grosse différence finalement de vision en termes de comment est-ce que je manage une équipe, qu'est-ce que j'essaie de lui apporter, est-ce que c'est du sens, est-ce que c'est du contrôle, est-ce que c'est de la vision, est-ce que c'est finalement du livrable, et si c'est du livrable, c'est pour quand, c'est pour comment, etc. Donc il y a énormément de variations, sauf que les études nous montrent que le plus efficace pour gérer une équipe et pour faire accoucher d'une équipe justement un certain nombre de livrables, ce sera plutôt la posture de leader qui est comme assez complexe, en tout cas en termes d'objet d'étude. Donc un besoin finalement de faire évoluer notre parti pris sur le management de projet qui est beaucoup trop outillé aujourd'hui. Et c'est dans ce sens qu'on mène un certain nombre d'actions ici à GEM, et notamment dans la chaire dans laquelle je me situe, puisque le constat est quasiment le même, c'est-à-dire que, en fait, au regard de la transformation numérique, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui sont à notre disposition, et en fait, ce qui manque aux entreprises et ce qui manque aux groupes et ce qui justifie le besoin d'accompagnement dans la transformation numérique, c'est le manque de prise en compte de l'être humain dans l'entreprise. Le manque de prise en compte finalement du fonctionnement des individus. Et cette question va s'accélérer encore demain. Et aujourd'hui, on parlait d'ouverture tout à l'heure. Il faut qu'on parle d'intelligence artificielle. Très rapidement dans mon raisonnement, c'est que le management de projet aujourd'hui, selon moi, doit évoluer pour prendre en compte beaucoup plus de caractéristiques de fonctionnement des êtres humains, et je vous présenterai 2 actions recherche par la suite, mais ce mouvement ne va faire que s'accélérer finalement du fait de l'introduction de nouveaux outils, et notamment de l'intelligence artificielle, puisque selon plusieurs instituts de recherche, plusieurs instituts think tank et rapports annuels, l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que vous avez aussi des sujets aujourd'hui, et c'est pour ça que vous rencontrez souvent la collusion entre intelligence artificielle et neurosciences, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans nos quotidiens. Les outils en fait numériques vont prendre de plus en plus de place dans notre quotidien et entrent actuellement dans une phase de globalisation, une phase de une phase de développement colonisatrice excessivement importante. Et d'ailleurs, en France,
72% des dirigeants maintenant estiment que l'IA va révolutionner la façon d'interagir avec les clients, que l'IA deviendra le visage de leur entreprise et de leur marque, que l'IA va accélérer l'adoption des technologies. Mais encore une fois, il va manquer, et il manque toujours, la portion intéressée aux êtres humains. C'est pour ça que, autant dans le cadre de la gestion de projet que dans le cadre finalement de la place de l'homme au travail, on mène des études, alors ici à GEM, grâce à nos partenaires, et on mène des études grâce à des startups et des entreprises qui font partie de notre écosystème pour essayer de trouver des solutions finalement au regard de cette évolution sociétale, poussée par l'IA, poussée par les nouveaux outils numériques. Et on se pose des questions notamment sur les compétences qui vont être essentielles demain au travail. Alors essentielles dans le cadre de la gestion de projet, j'en ai touché un mot, que ce soit le fait de pousser vers le leadership, de pousser vers la compréhension de l'émotion de son équipe, le fait de comprendre le mode de fonctionnement de son cerveau, mais également pousser donc vers l'adoption de nouveaux modes de comportement au travail. Et on est beaucoup à avoir ce constat aujourd'hui. On est beaucoup à penser finalement que le monde du travail demain ne sera pas celui d'hier et encore moins celui d'avant-hier, et qu'on a besoin aujourd'hui de réfléchir aux compétences qui feront finalement, qui auront une valeur ajoutée au travail. Et pour moi, ces compétences rentrent clairement en ligne avec la gestion de projet, mais avec d'autres éléments du travail. Donc le Forum économique mondial, ça c'est la version 2016, fait un rapport tous les ans sur les évolutions économique au niveau mondial et sur les besoins qu'on a en termes de développement, éducation, formation, création de nouveaux modes de financement des entreprises, etc. Et donc selon ce rapport, il y a environ 10 compétences qui vont devenir essentielles et qui vont concerner finalement tous les profils recherchés au travail. Parmi ces 10 compétences, on essaye ici, dans le contexte de la chaire, de lancer des actions de recherche justement pour essayer de comprendre, 1, comment les repérer, et 2, comment les faire pousser chez les collaborateurs, comment est-ce qu'on peut avancer en termes de formation, puisque ce sont quand même des éléments qui ne sont pas donnés à tous et avec lesquels on ne naît pas tous dans notre kit de base. Donc il faut se poser les questions aussi de comment est-ce qu'on peut améliorer la formation. Si je peux faire des grands regroupements. En fait, on a tout ce qui est en lien avec la cognition froide et tout ce qui est en lien avec la cognition chaude. Donc la cognition froide, ça va être la planification, la résolution de problèmes complexes, la pensée critique, la créativité. Donc tout ça, ça va être finalement tout ce qui est concerné par notamment ce qui est généré par la partie avant de notre cerveau, notre cortex préfrontal. Comment est-ce qu'on fait pour devenir créatif? Comment est-ce qu'on fait pour être critique des informations qu'on nous donne? Comment est-ce qu'on est capable d'embrasser des problèmes de nature excessivement complexe et de pourtant trancher, prendre des solutions et des décisions? Donc cognition froide. Et cognition chaude, là on est plutôt sur tout ce qui est en rapport avec l'humain, avec autrui. Donc la gestion de personnel, notamment le management, d'ailleurs le management de projet. La facilité à se coordonner avec les autres, l'intelligence émotionnelle. Ça, je vais prendre tout un moment pour parler de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, etc., etc., capacité de jugement, prise de décision. Je voudrais que vous ayez finalement cette idée en tête, puisqu'à la fin d'une conférence, quand bien même elle dure 1 heure, on part toujours qu'avec 3 informations. Donc l'information, là, ce sera que le monde évolue, le monde change, poussé à la fois par l'intelligence artificielle, les transformations numériques et notre nouvelle façon, nos nouvelles méthodologies, et que finalement, pour s'armer au travail, on va avoir besoin de sets de compétences, et ces sets de compétences, cognition froide et cognition chaude, on va voir un petit peu aujourd'hui, en tout cas nous, dans quel cadre on essaye d'emmener des recherches dans ce sens-là à GEM. Et information, partez avec, on me pose souvent la question, j'ai des enfants, qu'est-ce que je dois leur transmettre comme compétences? Qu'est-ce que demain ils vont devoir avoir et quels sont les éléments qui les rendront plus fiables ou en tout cas plus intéressants du point de vue des recruteurs? Je veux prendre une coudée d'avance. Voilà la réponse que vous pouvez leur donner finalement. Donc la capacité à apprendre,
plus encore que la capacité, plus encore que les connaissances en elles-mêmes, va être excessivement précieuse. Et donc, il va vraiment falloir qu'on apprenne à former l'esprit critique des collaborateurs, en plus d'apporter bien sûr une culture du numérique. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, on a maintenant un conseil scientifique dans le gouvernement, enfin pas dans le gouvernement, mais au niveau de l'éducation nationale. Donc on a nommé un certain nombre de spécialistes, notamment des spécialistes du fonctionnement du cerveau. Et ce qu'on essaie de réfléchir en termes de formation pour nos écoliers et au-dessus, c'est effectivement cette notion d'esprit critique et c'est cette notion de culture du numérique qu'on essaye de faire grandir finalement nos futurs travailleurs et adapter notre société aux nouveaux modes de fonctionnement. Et de là découlent deux actions recherche que je vous présente ici, que nous menons en ce moment à GEM, dans lesquelles je suis personnellement investi et qui vont être en lien avec ces deux champs de compétences. La première action recherche va être liée donc à l'intelligence sociale, émotionnelle, relationnelle. Donc on va prendre un petit peu de temps pour essayer de définir ce concept, pour essayer de comprendre ce que c'est l'art de communiquer, se mouvoir dans un environnement multiculturel, le savoir-être en réseau, apprendre grâce à des gens avec qui on est en désaccord et qui pensent différemment. Donc tout ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. On va essayer de se centrer un petit peu sur cet objet d'étude. Et la deuxième grande action va être en lien avec l'autogestion, l'écologie mentale, finalement. Donc ça, c'est là d'où je viens. J'ai fait toutes mes premières recherches dessus. Quels vont être les impacts concrets de l'organisation du travail sur votre capacité à vous concentrer, à être créatif, à être riche en termes d'utilisation de vos ressources intellectuelles et mentales, et comment est-ce qu'on peut adapter le travail à ces nouveaux besoins en entreprise. Alors, la première action donc, va concerner l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est un terme que vous rencontrez, j'imagine, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Alors on en parle aujourd'hui d'ailleurs comme une découverte, hein, comme quelque chose d'excessivement récent, sachant qu'on regroupe ça souvent sous l'appellation des soft skills, à l'opposé des hard skills, donc des compétences techniques. On va plutôt avoir en français des terminologies comme les compétences relationnelles, transversales, les savoirs comportementaux, les qualités humaines ou encore l'intelligence émotionnelle. Et ce concept-là est à peu près maintenant connu du grand public, notamment par Daniel Goleman, mais en fait il trouve son origine dans d'autres articles qui sont parus un petit peu avant et qui font quand même l'objet de nombreuses publications académiques et scientifiques. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est pas un boom, on va dire, et un élément marketing. On est vraiment sur quelque chose qui est appuyé sur une littérature scientifique qui est très très riche, mais qui est quand même beaucoup plus récente que l'intelligence logico-mathématique, ça, qui très concrètement avait pris beaucoup d'avance. Et donc, quand l'intelligence émotionnelle est apparue comme concept, finalement, ça a fait un eureka. Ça a fait un eureka puisque jusqu'à ce moment-là, finalement, on n'avait quand même pas beaucoup de moyens de comprendre pourquoi certains individus qui avaient un QI qui était jugé ou estimé comme moyen, autrement dit aux alentours de 100, puisque c'est la moyenne, performaient ou surperformaient par rapport à des gens qui avaient un QI estimé cette fois-ci supérieur. Et quand je dis performer, c'est bien sûr dans le contexte du travail, c'est dans le contexte de la vie. Donc à vous de définir finalement ce que c'est de réussir votre vie, mais si on regarde simplement le niveau de rémunération, si on regarde simplement le statut hiérarchique que vous avez dans votre entreprise, etc., ça peut être des indicateurs de performance en tout cas. Et on se rendait compte qu'il y avait quand même un hiatus entre les personnes qui avaient un QI élevé, certaines personnes qui avaient un QI élevé qui, a priori, auraient dû se trouver un petit peu plus haut puisqu'ils étaient, selon les chercheurs, mieux armés. Et on se rendait compte que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi ? Parce qu'en gros, il nous manquait un élément dans ce puzzle, c'était l'intelligence émotionnelle. Et en fait, on se rend compte que, effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est un set de compétences qui nous permet d'être en lien de façon efficace avec autrui, que ce soit dans le cadre d'une gestion d'équipe, que ce soit dans le cadre de la gestion avec ses collaborateurs ou dans le cadre privé. Et on se rend compte que finalement, cette efficacité, au quotidien, apporte des bénéfices qui surpassent les bénéfices de l'intelligence logico-mathématique.
Alors la grosse question maintenant, c'est est-ce que l'intelligence émotionnelle peut permettre de prédire la performance au travail? Est-ce que c'est un indicateur fiable? Et cette fois-ci, comment je m'en sers? Et est-ce que je ne vais pas mesurer ça directement chez les gens que j'essaie de recruter ou chez les gens et je ne vais pas essayer de l'apporter en termes d'éléments de formation? Donc pas mal d'études, là j'en ai pris qu'une seule, qui mesure l'intelligence émotionnelle d'un corpus de salariés aux côtés d'autres compétences importantes, que ce soit le QI ou que ce soit d'autres choses, avec le milieu sociologique d'origine, etc. Bref, tout un tas de facteurs, en tout cas, qui pouvaient expliquer, on va dire, la réussite de tel ou tel individu. Et on se rend compte, finalement, que le pourcentage de réussite en termes de performance est le mieux expliqué par l'intelligence émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que les autres facteurs ne comptent pas, mais ce qui veut dire qu'on a mis la main, on a mis la lumière, le projecteur finalement sur quelque chose de nouveau et quelque chose qui est excessivement puissant. À titre, essayez de retenir cet exemple, mais 90% des personnes qu'on peut estimer comme étant les plus performantes ont des scores d'intelligence émotionnelle très élevés par rapport à la moyenne, puisqu'encore une fois, c'est comme un QI. On peut placer ça en fonction d'une moyenne et on peut du coup estimer son rapport par rapport aux autres. Donc chez les gens qui surperforment en termes de vie, encore une fois, c'est toute une question personnelle, mais chez les gens qui, selon les chercheurs, surperforment, on retrouve énormément d'entre eux qui ont des scores d'intelligence émotionnelle élevés. Pas tous, mais un score élevé. Par contre, chez ceux qui ne performent pas très bien, on retrouve cette fois-ci seulement 20% de ceux-ci qui ont un score d'intelligence émotionnelle élevé. Donc en gros, c'est une arme, si on peut le voir d'un point de vue utilitariste, c'est quelque chose qui est excessivement utile dans le fait de nous connecter aux autres et dans le fait de nous faire grandir d'un point de vue personnel. D'autres éléments d'étude, d'autres chiffres pour vous, des éléments concrets finalement sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est un champ d'application très large dans le domaine du management, puisque l'intelligence émotionnelle aurait une incidence positive sur le leadership, forcément, puisqu'un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui sait convaincre, transmettre, donner du sens, écouter les autres et finalement pas être dans un rapport coercitif. Donc on se rend compte que les deux sont excessivement liés, et ça tombe bien d'ailleurs, puisque l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, c'est quelque chose qui peut augmenter. Parce que quand on dit le QI, c'est un élément finalement qui va concerner une personne et qui va être relativement fixe tout au long de votre vie. Ça, je ne vous l'apprends pas, j'imagine. Enfin, il peut évoluer au fur et à mesure de la vie, mais ce ne sera probablement pas dans le sens ascendant. Ce sera plutôt dans un sens descendant. Le QE, c'est une chose différente, puisque c'est un set de compétences qui nous met en relation avec les autres. On peut apprendre, on peut évoluer, on peut augmenter finalement et s'améliorer dans son rapport à autrui. Par des méthodologies, on pourra en parler un petit peu après si vous le souhaitez. La gestion du changement se trouve également améliorée chez les personnes ayant une intelligence émotionnelle supérieure par rapport à d'autres, l'adaptation professionnelle et également la gestion des équipes. C'est complètement évident. Donc alors, il y a encore des résultats contradictoires sur la notion d'intelligence émotionnelle. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. C'est un élément qui est très dur à capter. On n'a que 3 méthodes pour mesurer l'intelligence émotionnelle. Soit vous demandez un questionnaire auto-évalué, vous demandez aux gens de s'évaluer eux-mêmes. Alors forcément, du coup, on a un biais excessif supérieur, puisqu'on s'estime toujours meilleur que ce qu'on est, que ça concerne le QI ou l'intelligence émotionnelle. Deuxième méthode, on peut faire un questionnaire hétéro-évalué. Je demande à quelqu'un de votre entourage de vous évaluer sur les différents aspects en lien avec l'intelligence émotionnelle. Encore une fois, énormément de biais, dépendamment de la personne que je choisis, dépendamment de l'objectif que j'ai dans la mesure. Donc en gros, j'ai 2 premiers éléments qui sont faciles à faire passer, qui me donnent de l'information très rapidement, mais dont le contenu risque d'être très facilement biaisé. Et j'ai une 3e méthode, celle-là qui est un peu moins biaisée mais beaucoup plus coûteuse, c'est tout ce qui est en lien avec le comportemental. Je vais essayer d'estimer les performances
de la personne chez qui je veux mesurer l'intelligence émotionnelle face à ses réactions dans une situation qui va nécessiter de comprendre les émotions, d'enregistrer, de s'adapter, de les manager, de manager ses propres émotions, etc. Beaucoup plus compliqué à mettre en place, beaucoup plus compliqué en termes de normes à construire. Donc on se retrouve facilement, en gros, avec des résultats qui peuvent paraître contradictoires parce que ça dépend de la façon dont vous mesurez l'intelligence émotionnelle. Toujours est-il que ce qu'on retrouve généralement, c'est que l'intelligence émotionnelle aurait quand même un effet positif sur la performance au sens professionnel du terme. Donc encore une fois, les personnes avec une intelligence émotionnelle auraient de plus grandes facilités d'accès à des promotions, des meilleurs salaires, une meilleure qualité de vie au travail, une plus grande cohésion et connexion avec l'équipe, etc., etc. Donc forcément que du positif. Et je vous rappelle, encore une fois, c'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui se forme, qui peut s'apprendre, et il y a différentes méthodes et différentes approches. Et justement, par exemple, une approche qu'on est en train d'essayer de construire. Donc ça, c'est moi qui me suis investi dans un projet de recherche avec une start-up que je vous présenterai juste après. Mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut modéliser l'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on peut essayer. Donc volontairement, je vous projette une image qui est beaucoup trop complexe pour la comprendre en un seul coup d'œil. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a énormément de dimensions et de sous-dimensions qui sont en lien avec l'intelligence émotionnelle. Je vais vous proposer de suivre un petit peu mon raisonnement. Donc, pour moi, il y a 4 grands éléments à l'intérieur, 4 dimensions clés à l'intérieur de l'intelligence émotionnelle. C'est d'ailleurs le modèle de Goleman, et c'est un modèle sur lequel on s'appuie beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. En premier, il y a la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience de ses propres émotions, savoir les identifier, savoir les comprendre, être sensible à ça, savoir les verbaliser. C'est ce que vous retrouvez donc en haut à gauche. Une fois que j'ai compris mes émotions, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire, dépendamment, c'est la maîtrise de soi. Donc ce qu'on va retrouver du coup directement à droite. Donc la maîtrise de soi en lien avec la résilience, l'adaptabilité, le contrôle émotionnel. C'est pas parce que je suis en capacité de comprendre que je suis super stressé, très énervé ou très fatigué aujourd'hui que je vais être en capacité de le contrôler, le verbaliser, de l'exprimer avec autrui. Donc ce sont 2 choses différentes, mais qui ensemble vont former l'intelligence émotionnelle intrapersonnelle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on peut grandir, sur quelque chose sur lequel on peut apprendre, bien sûr, tout au long de sa vie. Et beaucoup de personnes font justement un travail sur elles pour essayer déjà d'identifier leurs émotions et ensuite de les gérer. Et maintenant, il y a toute la dimension à autrui, parce que ça nous concerne, nous, pour l'instant. La dimension à autrui, donc un peu la même chose en miroir, simplement. Donc d'abord la conscience sociale, donc comment est-ce que j'arrive à identifier les émotions des autres, par empathie ou pas, par reconnaissance directe des éléments et des indices qui m'arrivent, la compréhension émotionnelle, l'attitude d'écoute, la reconnaissance émotionnelle, donc qui est excessivement importante chez un manager notamment. Et parallèlement à ça, comment est-ce que j'arrive à gérer ? Comment est-ce que j'arrive à gérer un collaborateur qui est stressé, énervé ? Est-ce que je l'ai identifié chez lui? Est-ce que j'ai identifié la réaction que ça provoquait chez moi, que ça provoquait chez les autres? Est-ce qu'on a été capable de le verbaliser? Est-ce qu'on a été capable de mettre en place un certain nombre d'actions pour justement avancer sur ces situations-là? C'est ça qui va garantir le fait que l'équipe continue d'être soudée, d'être perçue comme un tout, d'être perçue comme étant inclus finalement à l'intérieur d'une sorte d'organisme finalement flexible. Donc c'est un modèle, comme je vous disais, qui est actuellement en construction. On essaye du coup de développer un outil qui nous permettra d'évaluer de façon sensible et fiable toutes les dimensions que je vous présente aujourd'hui. On a déjà des méthodes qui existent. Donc on va essayer de mixer les 3 dont je vous ai parlé, que ce soit un questionnaire auto-évalué, hétéro-évalué, diagnostic 360 degrés, comportement exprimé sur la base de situations vécues, etc. Il y a déjà des choses en cours, il y a des jolis résultats sur lesquels on communiquera bientôt et dont on espère finalement que ça va permettre à la fois d'identifier ceux qui ont des très bonnes compétences en intelligence émotionnelle, puisque c'est ça qu'on cherche aussi finalement, à maximiser le recrutement, notamment si on sait que c'est un poste qui va être en lien avec le management ou être en lien avec autrui, avec la vente, le réseautage, etc., etc.
Donc le recrutement et également la formation. Quelques éléments aussi de littérature, j'en ai deux de mémoire. Donc, on a retrouvé aussi des liens très très forts entre l'intelligence émotionnelle et les capacités d'apprentissage. Je reviens à ma diapo précédente, je vous avais dit essayez de retenir que ce qui va être important, ça ne va pas être la compétence technique, ça va être la capacité d'apprendre à apprendre et de continuer, se questionner, prendre du recul, etc. Et on retrouve comme par hasard, finalement, je suis en train de faire une espèce de tableau d'or, des compétences transversales qui vont être clés dans des postes de management et finalement au sens global du terme. On retrouve un lien très fort entre les compétences émotionnelles et les capacités d'apprentissage. Puisque les deux, selon cette étude, ont été retrouvés très très liés, notamment chez les collaborateurs, qui soient dirigeants, managers ou collaborateurs, qui développent assez rapidement des compétences, que le fait de développer des compétences émotionnelles s'associe très souvent au fait de développer une capacité d'apprentissage et de recul par rapport aux situations. Encore une fois, ces données sont nouvelles, hein. Donc là, on est sur 2006, mais il faut... pour qu'on puisse générer autant de bonnes pratiques et de résultats, il faut quand même des années, généralement, d'investissement, de recherche, améliorer ces outils, améliorer la sensibilité de la mesure de l'intelligence émotionnelle et essayer de comprendre en quoi elle est liée à beaucoup de choses au travail. Donc, on va dire que le champ avance, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc, si vous voulez qu'on en parle après, ce sera avec plaisir d'ailleurs. Et autre élément qui pour moi me paraît super intéressant, c'est que l'intelligence émotionnelle peut aussi être mise en lien avec des meilleurs processus de prise de décision. Vous le savez, hein, notre perception du monde est erronée, notre cerveau reconstruit un sens de la réalité et possède un certain nombre de biais cognitifs, de biais de décision. Tout à l'heure, je vous disais, un questionnaire auto-évalué, vous allez avoir un biais à vous estimer meilleur que ce que vous êtes, puisque simplement vous avez une sorte de biais perceptif. On se rend compte que les personnes qui ont, et c'est un tableau un peu complexe, des bonnes compétences émotionnelles également, réussissent à mieux lutter, on va dire, sont moins suggestibles aux biais cognitifs, aux différents. Donc ça, c'est encore un autre sujet d'étude que j'aimerais beaucoup creuser. Mais on se rend compte en tout cas qu'il y a énormément de liens à faire entre la meilleure gestion de ses émotions, donc avec les 4 dimensions dont je vous ai parlé, et l'efficacité, l'efficience d'un certain nombre de processus qui pourraient être mis en lien avec de la cognition froide quand même. Puisque les deux sont liés, hein, les émotions et la cognition froide sont intimement liés. Et donc, je vous parle très très rapidement de Meet and Make. Hein, c'est la start-up avec laquelle je travaille en ce moment sur ce modèle de l'intelligence émotionnelle qui essaie de proposer finalement, dans le contexte du travail, de mieux repérer les collaborateurs qui vont être dotés en tout cas de ces compétences et qui vont, et c'est une approche que je trouve très intéressante, essayer d'associer ça à la culture d'entreprise. C'est-à-dire que différents modes de fonctionnement ne vont pas toujours s'adapter à toutes les cultures d'entreprise, que ça soit en lien avec la verticalité des processus, l'autonomie des collaborateurs, que ça soit en lien avec la façon de communiquer des informations, les différents outils qui sont employés, etc., etc. La culture d'entreprise peut être, en tout cas, mesurée, peut être captée, et c'est leur proposition. Donc, de faire un diagnostic de la culture d'entreprise, donc via un outil d'aide à la décision, donc en questionnant la direction sur la culture qu'elle souhaite véhiculer, les éléments qu'elle met en place justement pour asseoir ce mode de fonctionnement, et également le point de vue des collaborateurs, comment est-ce qu'ils perçoivent leur propre culture d'entreprise. Et suite à ce diagnostic, ils proposent donc un rapport remis directement à la direction, et ensuite une question, et ça m'intéresse beaucoup en termes de recherche, puisque je fais les deux. Moi, je fais la recherche et j'essaie de comprendre ce qui est le mieux au travail. Comment est-ce qu'on peut matcher du coup des candidats avec une intelligence émotionnelle importante avec des postes qui vont être à fort besoin d'intelligence émotionnelle et en fonction de la culture de l'entreprise. Donc on est sur du matching de candidats via du coup l'offre qui est comparée à la culture d'entreprise et qui est elle-même mise en relation avec l'intelligence émotionnelle des candidats.
nous donnant ainsi une sorte de pourcentage de compatibilité. Je trouve ça très intéressant, donc une affaire à suivre. Je passe du coup à la dernière action. Donc action recherche ici qu'on mène donc directement dans la chaire des talents de la transformation digitale. Encore une fois, on a un acteur qui est une start-up qui travaille avec nous, donc qui est My Mental Energy Pro, et qui se pose la question de comprendre donc l'impact des conditions de travail au sens large sur la capacité des collaborateurs à se concentrer et à utiliser leurs ressources mentales. Comme je le disais tout à l'heure, on va se passer plutôt du côté de la cognition froide, et on va parler d'écologie mentale, qui est un enjeu critique pour les entreprises. Dans le listing justement des différentes compétences clés pour demain, on retrouvait donc la capacité à prendre du recul, à avoir un esprit critique, à prendre des décisions, à embrasser un environnement complexe, etc. On est en plein dedans ici, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on va de moins en moins, et ça c'est mon point de vue et je pense qu'on peut en discuter aujourd'hui, de par l'intelligence artificielle, de par les outils numériques qui sont en cours de développement, je fais le pari aujourd'hui, devant témoins, qu'on va de moins en moins finalement payer les gens au travail pour faire des tâches qui sont automatisables, pour faire des tâches qui vont être très facilement allouées à des intelligences artificielles. Donc qu'est-ce qui va leur rester? Qu'est-ce qui va rester aux collaborateurs demain au travail? Ce qui va finalement être actuellement inaccessible ou difficilement accessible aux outils qui utilisent l'intelligence artificielle, et que ce soit en lien avec de la créativité, que ce soit en lien avec l'esprit critique, le recul, les environnements complexes, etc. Autrement dit, l'or du salarié, c'est plus du tout dans ses mains qui se situe, et ça fait un moment qu'un salarié, finalement, c'est un ouvrier de la connaissance. Et ce mouvement-là ne va faire que s'amplifier, et au travail, on aura besoin de plus en plus de gens qui seront maîtres et volontaires et qui pourront utiliser leurs ressources mentales à bon escient. Or, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans peut-être que j'accompagne des entreprises dans l'utilisation, enfin dans les réflexions sur les espaces de travail physique, sur les modes de collaboration, etc. Je peux vous le dire, encore en 2018, on voit des choses excessivement aberrantes du point de vue de la concentration au travail, du point de vue des compétences qu'on essaie de retirer des salariés, alors que l'environnement et rien n'est permissif de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'un certain nombre de recherches sont encore aujourd'hui importantes et qu'on les mène d'ailleurs dans le contexte de la chaire digitale via Caroline Cuny qui est présente ici, qui est juste là, qui est professeure ici à GEM. En gros, on se pose beaucoup de questions sur comment et quelles stratégies on peut donner aux collaborateurs pour essayer d'être maître de leurs ressources mentales. Et donc ça peut s'intégrer donc à la fois dans le contexte d'une équipe projet, donc pour le manager, mais aussi et surtout pour toutes les personnes intégrées à l'équipe projet. On parle surtout en fait de focalisation attentionnelle et de focalisation de ces ressources attentionnelles au travail. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi ça m'étonne toujours finalement de constater que les modes de travail aujourd'hui sont peu adaptés, puisqu'en gros on sait depuis 1958 et même avant que le mode de fonctionnement du cerveau c'est quelque chose qui est monotâche. Je peux traiter une information à la fois, qu'il existe, et ça c'est des écrits de Alfred Binet, hein, c'est 1908, qu'il existe une fatigabilité cognitive qui est présente chez tout le monde, et que donc, au bout d'un certain temps, il devient très difficile de demander aux gens de se concentrer et d'être productifs, et d'être en plus créatifs, et d'être en plus en pleine possession de leurs moyens. Donc on se rend compte finalement que le travail a besoin d'évoluer, et notamment à cause d'effets pervers, on va dire, notamment l'environnement de travail partagé, et les risques concrets, ça je vous renvoie à mes travaux de thèse, mais à plein de travaux en lien avec la déconcentration au travail, certains environnements, certaines méthodologies, certains modes de fonctionnement, d'ailleurs la gestion en mode projet, hein, ça faisait partie de mes objets d'études, provoquent chez les salariés un manque de concentration, une augmentation du stress professionnel, des difficultés relationnelles, puisqu'en fait quand je suis stressé, je deviens beaucoup moins flexible, je prends beaucoup de choses pour des attaques, et le mode d'attaque, comment est-ce que je réagis quand je suis attaqué, je peux aussi facilement agresser les collègues. On se rend compte finalement que
certains modes, certains fonctionnements au travail vont générer donc une perte de la vision globale, des pensées intrusives, une hypersensibilité. Je pense qu'on a tous vu sur Internet des vidéos de gens en open space balancer leur ordinateur sur leurs voisins tellement ils n'en pouvaient plus finalement du petit bruit du stylo ou de tout un tas d'habitudes de nos collègues, des oublis répétés, etc., etc. Des interruptions au travail. Enfin, il y a énormément de sujets en fait, d'études sur lesquels on peut intervenir et essayer finalement d'apporter des éléments concrets pour les collaborateurs pour essayer de se sentir mieux et de s'armer finalement, puisque le mode de travail prépondérant maintenant, c'est de bosser en open space, d'être en mode gestion de projet. Alors j'ai un peu de télétravail dedans, mais j'ai surtout aussi besoin d'être connecté en permanence à mes outils numériques, à gérer mes flux de mails, mes flux d'informations. Et ça provoque chez un certain nombre de salariés des difficultés ressenties du point de vue du stress, du point de vue de la concentration. Et c'est fort dommage, puisque c'est justement demain qu'on aura besoin d'eux pour être concentrés et créatifs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait finalement ? Qu'est-ce qu'on apporte à ces salariés demain ? On a eu une idée ici, en termes d'action recherche. On s'est penché sur le fonctionnement du cerveau. On s'est demandé un petit peu qu'est-ce qui n'avait pas été fait jusqu'à aujourd'hui, puisque diminuer le nombre de distracteurs, bon, ça a été proposé, ça a été fait avec l'efficacité qu'on connaît. On s'est penché sur une autre voie, on va dire, c'est celle d'utiliser donc un mode de fonctionnement cérébral qui était assez peu connu. C'est le mode de fonctionnement par défaut. On pourra en reparler un petit peu après si vous souhaitez, je ne vais pas m'étendre trop, mais en gros, c'est une découverte relativement récente en termes de neurosciences. Mais on s'est rendu compte que le cerveau était actif alors que vous n'êtes en train de rien faire. C'est-à-dire que dès lors que vous cessez de réfléchir, d'agir, posez-vous, fermez les yeux, arrêtez d'écouter, vous avez l'impression de ne rien faire. Et quand je fais rien, j'essaie de ne pas penser d'ailleurs, quand je fais rien à ce moment-là, je me dis, mais on a toujours pensé que le cerveau, c'était comme un moteur de voiture. C'est-à-dire que ma voiture, elle est au garage, elle n'est pas en train de rouler, donc elle ne consomme pas d'essence, a priori. Donc j'arrête de faire tout, j'arrête toutes mes tâches et mes actions, que ce soit cognitives ou motrices, etc. C'est comme un moteur, je tourne la clé de contact et il n'y a plus rien. C'est ce qu'on avait toujours pensé. Sauf qu'on a découvert très récemment que c'était absolument faux, et que dès lors que vous pensez ne rien faire, en faire quelque chose est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que le cerveau, en fait, quand il est au repos, quand vous ne faites rien, quand vous essayez de ne penser à rien, et vous vous laissez partir en errance mentale, en divagation mentale, ce qu'on appelle, ça active, et on le retrouve par des études en IRM fonctionnel notamment, tout un ensemble de noyaux qui jusqu'alors étaient complètement éteints, en tout cas n'étaient pas en synergie, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau par défaut. Ce réseau par défaut, on s'est souvent posé la question d'à quoi il sert finalement, parce qu'il consomme des ressources, il brûle finalement un ensemble de ressources qui sont excessivement précieuses. Alors à quoi il sert ? Je pense que vous avez tous un petit peu la réponse. Vous avez tous déjà fait, j'imagine, un mot fléché, un sudoku ou n'importe quoi, quelque chose qui provoquait un blocage. On ne trouve pas le mot, on ne trouve pas la solution. On réfléchit, on s'investit là-dessus, et ça ne vient pas. Et donc la croyance et la sagesse populaire nous dit, si tu bloques, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes, et tu pars sur autre chose, et tu verras, la solution va arriver. Et si la solution arrive, c'est grâce à lui. C'est grâce au réseau par défaut qui, hors du champ de votre conscience, finalement, va continuer à travailler sur des informations dès lors que vous êtes investi un minimum dessus et qui va continuer et vous apporter un certain nombre de solutions. Donc ce n'est pas magique, ce n'est pas parce que vous ne faites rien que quelque chose va marcher pour vous, c'est parce que d'abord vous vous êtes investi, vous avez réfléchi, vous vous êtes creusé les méninges, rien n'est venu, vous êtes ensuite passé à autre chose et à ce moment-là, la solution a pu émerger à votre conscience. Donc on s'est posé la question de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce réseau par défaut pour apporter un élément aux collaborateurs et pour essayer de faire en sorte qu'ils se sentent un peu mieux au travail, qu'ils se sentent régénérés du point de vue de leurs ressources attentionnelles, qu'ils puissent par exemple surpasser un certain nombre des blocages qu'ils pourraient rencontrer au travail. Donc je vous passe tous les détails, on a fait
je pense, entre 4 ou 5 études, tu me corrigeras Caroline, on a vu environ 400 personnes, que ce soit dans un contexte de laboratoire contrôlé ou des salariés directement en entreprise. Et on a eu l'idée de mettre en sorte finalement des pauses au travail qui pouvaient solliciter le réseau par défaut, avec l'espoir qu'on essaye d'augmenter finalement leur quantité de ressources attentionnelles, qu'on essaye de leur apporter des solutions du point de vue de la créativité notamment. Alors, on a eu d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de presse ces temps-ci, c'est qu'on s'est rendu compte que le fait d'utiliser, d'exploiter un certain type de pause, et encore une fois, c'est parce qu'on connaissait le mode de fonctionnement du cerveau. C'est parce qu'on s'est penché là-dessus, et c'est parce qu'on a essayé de comprendre finalement et de l'appliquer dans une situation au travail. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait effectivement des bénéfices très importants. Alors, les chiffres exacts, on donnait, j'essaie de tout rappeler, on donnait 45 minutes de travail pendant lesquelles on contrôlait la fatigabilité, on contrôlait le niveau de performance et de réussite tout au long de la tâche des participants, et on se rendait compte, et c'est pour ça que vous êtes en train de souffrir, on se rendait compte qu'au bout de 45 minutes, les ressources attentionnelles, il fallait vraiment lutter pour les avoir et pour les maintenir. C'est normal, c'est la chute classique. Quand je fais une tâche et que je fais un truc unique, finalement, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une chute drastique des performances de l'ordre de 50%. À certains d'entre eux, on a essayé de proposer des pauses expérimentales à l'époque, qu'on trouvait en accord avec le fonctionnement du cerveau, et on s'est rendu compte que rien que le fait de leur proposer 2 fois 1 minute de pause, donc on n'a pas demandé de se lever, d'aller à la machine à café, de prendre le téléphone, etc., de consulter les mails ou de checker quoi que ce soit. On leur a donné 2 fois 1 minute de pause, mais des pauses en errance mentale qui leur permettaient d'activer justement ce réseau par défaut. Un autre groupe, on a choisi, sélectionné soigneusement des pauses qui ne permettaient pas d'errance mentale. C'était notre groupe contrôle un petit peu, on voulait voir ce qui se passerait chez eux. Et on s'est rendu compte que les pauses cerveau-compatibles, comme ça que je vais les appeler, les pauses cerveau-compatibles peuvent générer en tout cas une inversion de la courbe, c'est-à-dire qu'au lieu que les performances chutent inéluctablement, au bout de 45 minutes, ceux qui avaient bénéficié de 2 fois 1 minute de pause réussissaient à atteindre une sorte de plateau que les autres n'avaient pas eu, et réussissaient comme ça à sauver, on va dire, jusqu'à 10% de leur performance comparativement aux autres. Donc ça, c'est un des premiers éléments d'études qu'on a généré ici, et qui montre que finalement, sans changer l'environnement de travail, sans avoir changé l'organisation, sans avoir chamboulé tous les modes de travail en équipe, projet, etc., rien qu'avec le fait d'intégrer des très très courtes pauses, mais qui avaient un sens, on va dire, au niveau du fonctionnement du cerveau, on s'est rendu compte que très rapidement, en fait, on pouvait améliorer à la fois les capacités de concentration. On peut penser aussi à la créativité, tout ce qui est résolution de problèmes complexes, etc., puisque moi, je fais l'hypothèse que, et ce sera à vérifier dans de prochaines études, je fais l'hypothèse que le fait de leur avoir donné des pauses en errance mentale a pu non seulement les faire régénérer leurs ressources, c'est-à-dire regagner en carburant, mais a pu également aussi avoir une incidence positive sur les problèmes qu'ils étaient en train d'opérer juste avant. Et peut-être qu'en se remettant à la tâche, ils ont été plus efficaces, ils ont été plus rapides, ils ont mieux investi leurs ressources, ils ont moins subi le travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire, ce sera un petit peu le résumé de tout ça. Si vous avez envie de jeter un œil, c'est possible. Pourquoi ? Puisque en gros, My Mental Energy Pro a développé une application mobile que vous pouvez télécharger, sur lequel vous pouvez voir un certain nombre d'exercices qui sont tous en lien avec ce que je vous raconte. Donc, dépendamment des catégories et des besoins, vous aurez plutôt la relaxation, vous aurez plutôt la régénération des ressources mentales, etc., etc., mais qui vont être, et qui sont en tout cas prévus à l'usage des salariés directement dans le contexte du travail, et qui est un très bel exemple, à mon sens, d'application des connaissances qu'on a du mode de fonctionnement du cerveau pour une problématique spécifique au travail. Et sur ce, il est 15h21. Je vous remercie à tous pour votre attention.